tous, je suis Kratos et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vous permettant d'apprendre à automatiser totalement le processus de création et de suppression de machines virtuelles préconfigurées Windows et Linux. Avant toute chose, sachez que le code de mon outil sera disponible en téléchargement dans la description de cette vidéo. Mon code étant sur GitHub, pour les plus motivés d'entre vous, libre à vous de me soumettre vos demandes de modification du code. Mon but étant de transmettre le savoir à un maximum de personnes, et ce, sans considération du niveau des uns ou des autres, mon tutoriel sera le plus exhaustif possible. Cependant, des notions de base en PowerShell et de l'outil Hyper-V sont fortement recommandées pour une meilleure compréhension de ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. En effet, l'outil que nous allons réaliser nous permettant d'automatiser ces séquences de création et suppression de VM sera en fait un script PowerShell manipulant l'hyperviseur Hyper-V. Avant de commencer une nouvelle fois, l'hyperviseur que nous allons manipuler pour la création, la suppression et l'utilisation des VM sera Hyper-V. Installez-le dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Commençons sans plus attendre à bosser sur notre script. Avant de commencer à travailler sur le script en lui-même, nous allons commencer à créer une certaine nomenclature pour le stockage de nos fichiers. Plus précisément pour le stockage de notre script, de nos bases, nous verrons plus tard ce qu'est le principe d'une base, nos machines virtuelles, ainsi que nos disques durs virtuels. Nous allons créer cette nomenclature dans le répertoire racine C2. Je n'ai pas choisi ce chemin au hasard. Pourquoi C2 et non pas document, desktop ou n'importe quel autre fichier? Pour la simple et bonne raison que le chemin C2 est un répertoire entre guillemets universel. Je m'explique. Comme vous pouvez le constater, le répertoire document est directement relié à l'utilisateur sur lequel je suis actuellement connecté. Root. Je vais donc créer un script qui aura comme chemin d'accès pour la récupération des VM, des bases, etc. un chemin en C2.user root document. La problématique étant la suivante. Si je décide de changer d'ordinateur, encore plus classique, si vous décidez d'utiliser mon script, eh bien ayant un chemin personnalisé dans celui-ci, le script sera donc totalement inutilisable. Alors qu'avec un répertoire entre guillemets universel en C2, j'ai beau changer d'ordinateur, j'ai beau changer d'utilisateur, le chemin restera le même et sera utilisable aussi bien avec l'utilisateur root qu'avec l'utilisateur Jean, qu'avec l'utilisateur Kratos. Bref, vous avez compris le principe. Donc dans ce répertoire racine, nous allons créer quelques répertoires. Je vais créer ces répertoires depuis PowerShell, mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, utiliser l'interface graphique. À la racine de C2, créer un nouveau dossier nommé HPV. HPV pour Hyper-V. Dans ce dossier, nous allons créer 3 sous-dossiers. Un dossier base contenant nos bases. Encore une fois, vous verrez plus tard ce qu'est une base. Un dossier VMS pour le stockage de nos machines virtuelles. Et un dossier VHDS pour le stockage de nos disques durs virtuels. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres dans Hyper-V. Modifier bien l'emplacement des disques durs virtuels, ainsi que des machines virtuelles. À la racine d'HPV, nous allons créer notre script. Nommer celui-ci VMS-6 toolbox.ps1. PS1 étant bien évidemment l'extension pour les scripts PowerShell. Pour la création de notre script, je vais utiliser l'outil Vim. Prochainement, je ferai une vidéo tutoriel pour vous démontrer son utilité. Toutefois, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ou si vous n'avez pas l'habitude de cet outil, ou tout simplement que vous ne le connaissez pas, je vous recommande d'utiliser un IDE ou un éditeur de texte plus classique tel que Sublime Text, Notepad++ ou autre. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Le but principal de cette vidéo est de vous aider à créer un script vous permettant la gestion des machines virtuelles. Je vous ai déjà tout expliqué durant l'introduction, je ne vais pas recommencer. Toutefois, encore une fois, je tiens à rappeler un point très important, mon but est de partager le savoir à un maximum de monde. Pour ceux qui n'ont que très peu de connaissances en PowerShell, je vais prendre le temps de vous expliquer certaines commandes, certaines bonnes pratiques, dont, en l'occurrence, la création d'un commentaire. Alors il s'agit vraiment des bases, et vous pouvez créer un commentaire dans votre script de cette façon, et ce que je peux vous recommander dans ce type de commentaire, là il s'agira plutôt d'une bonne pratique qui m'est toutefois plutôt personnelle. Tout d'abord, c'est d'y inclure le titre de votre script, l'auteur, la version, puisque votre script sera amené à évoluer avec le temps. Surtout si vous le partagez sur une plateforme telle que GitHub, un to-do pourrait mettre la liste des fonctions à rajouter ou des choses à corriger, et un système de changelog, information que je viens de rajouter, ce qui est très utile pour avoir un historique des actions réalisées sur votre script. Surtout si encore une fois celui-ci est partagé sur une plateforme telle que GitHub ou que vous travaillez en équipe. Cette ligne vous permet tout simplement de renommer le titre de la fenêtre active tout en haut à gauche, que vous pouvez voir juste ici, avec le titre que vous souhaitez. En l'occurrence, vous pouvez mettre VMS Toolbox by Kratos. J'ai écrit une fonction admin chk pour admin check qui va avoir pour rôle de vérifier si vous avez bien exécuté le script en mode administrateur. En effet, parmi les tâches que nous allons réaliser, nombreuses sont ceux qui auront besoin des droits administrateurs.
Pour cette raison, j'ai décidé de bloquer l'accès aux utilisateurs n'ayant pas lancé leur terminal en mode administrateur. Si c'est le cas, un message d'erreur apparaîtra. À l'inverse, si le script a bien été lancé avec les droits administrateurs, nous pourrons nous rendre à la fonction main pour principal. Voici ce qu'il se passe quand un utilisateur n'ayant pas les droits administrateurs lance le script. À l'inverse, vous pouvez constater qu'il n'y a aucune erreur quand nous le lançons avec les droits administrateurs et que la fenêtre a bien changé de titre. Ce ne sont que des détails, mais j'aime quand tout est parfait. J'y ai fait quelques modifications visuelles, comme vous pouvez le voir. Étant donné que notre fonction marche correctement, passons à la suite. Nous allons créer le menu principal de notre script, celui qui permettra à l'utilisateur de choisir entre le choix numéro 1, 2, 3, 4, vous avez compris le principe. C'est là que l'utilisateur pourra choisir de créer une VM, ou d'en supprimer une, ou simplement d'afficher la liste des VM, de quitter le programme, et autres. Créons sans plus attendre notre fonction main. Vous pouvez voir que nous avons créé un système de choix, allant du choix numéro 1 au choix numéro 5. Pour déterminer quel choix l'utilisateur aura sélectionné, nous allons créer une variable USR choice pour user choice, ou choix de l'utilisateur, auquel nous allons affecter un read host, votre choix. Donc, après que le script ait affiché les différents choix, il proposera à l'utilisateur de rentrer son choix. Pour être plus clair, voici un exemple concret. J'ai affecté une variable âge à readhost votre âge. PowerShell me demande donc quel est mon âge. Je rentre une valeur quelconque et vous pouvez voir que quand j'appelle la variable, elle me renvoie bien ma valeur quelconque. Reprenons. Il nous faut maintenant réaliser des conditions. Si le résultat de la variable USRChoice est égal à 1, fais ça. S'il est égal à 2, fais ça. S'il est égal à 3, fais ça. Sinon, fais ça. Bref, un système de conditions, tout simplement. Donc si la valeur de la variable USRChoice est égale à 1, donc si l'utilisateur a tapé 1 quand le script lui demandera son choix, eh bien si l'utilisateur tape 1, le script ira dans la fonction createVM. Bien évidemment, il s'agit d'une fonction que nous n'avons pas encore créée, mais que nous allons créer par la suite. D'ailleurs, tout comme les autres fonctions. Alors sinon, si ce n'est pas 1, mais que c'est 2, et nous ferons pareil avec 3, 4, etc. Nous allons également réaliser une gestion des erreurs, entre guillemets. C'est-à-dire que si l'utilisateur ne rentre ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, et on part du postulat qu'il a forcément fait une erreur, à nous d'aviser. En cas d'erreur, l'utilisateur sera notifié et le script lui fera revenir au menu principal. Réalisons les fonctions basiques les plus simples en premier. Nous allons créer la fonction pour lister les VM. Nous allons utiliser la commande getVM. Nous allons afficher uniquement le nom des VM. Comme vous pouvez le voir, la commande getVM seule m'affiche pléthore d'informations. En l'occurrence, seul le nom nous intéresse. Passons à la fonction de création de VM. Alors en ce qui concerne notre fonction de création de VM, on va s'organiser d'une façon bien précise. Nous allons, comme dans notre fonction main, notre fonction principale, dérouler une liste de choix. Parmi ces choix se trouveront la liste des VM que nous pourrons créer. Est-ce que l'utilisateur souhaite créer une Windows entreprise? Est-ce qu'il souhaite créer une Windows Server? Une version Core, une version desktop? Est-ce qu'il souhaite créer une Linux, une Debian, Parrot, Kali, une CentOS? C'est dans cette fonction create qu'il choisira quelle machine créer. Et en fonction de sa réponse, bien le script le renverra vers telle ou telle fonction. Admettons que le choix numéro 2 soit la création d'une Windows Server, et bien si l'utilisateur rentre 2, la fonction WinSRV se lancera, ce qui permettra d'aboutir à la création de cette VM. Et cette VM sera créée à partir d'une base. Encore une fois, nous verrons très prochainement ce qu'est une base. Donc voici la façon avec laquelle je me suis organisé. J'ai trié la classification des systèmes par type, en quelque sorte, et pour que ce soit plus lisible, plus visible, j'ai mis des couleurs différentes en fonction du type. Par exemple, j'ai regroupé ensemble les Windows avec une couleur bleue. La pfSense, qui est quand même à part par rapport à une Debian ou une CentOS qui est en blanc, la Debian et la CentOS en vert, et une Parrot en noir. Avec, à l'instar de notre dernière fonction, en plus d'une fonction pour quitter le programme, un petit retour au menu principal. La structure ou le système de conditions est à peu près la même que notre dernière fonction, donc je vais pas passer des heures à la décrire. Je vais simplement vous donner un exemple. Si l'utilisateur souhaite créer une pfSense, donc le else if userChoice est égal à 4, eh bien, la fonction pfSense sera appelée. Fonction que nous allons créer. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de s'attaquer quelque sorte au dur. Attention, vous verrez que le script n'est pas bien compliqué. Mais la méthodologie est assez intéressante. Bref, commençons à créer nos premières fonctions, pour le WinSRV Core, le WinSRV Desk, etc. Voilà comment je me suis organisé. Si l'utilisateur sélectionne le choix numéro 1, le script ira à la fonction WinSRV Core. Que fait cette fonction?
une variable vmName est initialisée avec un readost pour récupérer le nom de la VM que l'utilisateur souhaite créer. Le script crée un nouveau disque dur virtuel avec comme parent notre base, et donc crée le nouveau disque virtuel dans ce chemin, avec le nom de notre VM. Et il crée donc un disque de différenciation. Tout simplement un disque basé sur un autre disque virtuel parent. Et le disque parent est le point de référence. Après avoir créé le disque dur virtuel, le script crée une nouvelle VM avec le nom de notre VM, avec par défaut 1 Go de RAM au démarrage. Et il utilise notre disque dur virtuel, donc celui que nous avons créé précédemment, du moins celui que le script a créé précédemment. Il crée la machine en génération 2 et utilise le switch private. Bien évidemment, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer votre propre script. Vous pouvez donc récupérer mon code et y ajouter ou y supprimer des valeurs. Vous pouvez par exemple décider de créer une nouvelle variable avec un readost pour personnaliser le memory startup bytes. Libre à vous d'y effectuer les modifications nécessaires. Cette ligne est assez importante. Il désactive les points de contrôle automatiques. Par la suite, nous avons le choix entre créer une autre machine, ce qui nous renvoie à la fonction de création de machine virtuelle, ou créer une autre machine de ce type, une Windows Server encore. Pour cela, il suffit de cliquer sur 2. Autrement, vous pouvez revenir au menu principal ou quitter le programme. Par la suite, je me suis occupé des autres fonctions pour les autres machines, par exemple pour la version desktop, avec quelques modifications mineures telles que la RAM que j'ai modifiée, je l'ai mis 2 Go cette fois-ci au lieu d'1 Go puisque il s'agit des versions desktop. J'en ai fait de même pour la Win10 entreprise. Alors par contre, pour toutes les machines Linux, point très important, il vous faut absolument rajouter cette petite ligne, set VM firmware, le nom de la VM, avec le paramètre Enable Secure Boot en off. Si vous ne rajoutez pas cette option, vos machines ne marcheront pas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai globalement rajouté toutes les machines. Alors avant de réaliser le moindre test, ce que je vous propose, c'est de réaliser maintenant la fonction de création, de suppression cette fois-ci de machine. Voici la façon avec laquelle j'ai procédé pour la fonction de suppression de machine virtuelle. J'ai créé une nouvelle variable chvms pour showVM, correspondant à la commande getVM. Comme vous pouvez le voir, la commande getVM nous renvoie la liste des VM. Cependant, nous n'avons pas besoin d'autant de propriétés. La seule propriété de cette valeur qui nous intéresse, c'est la propriété name, pour avoir le nom des machines virtuelles. Le reste nous importe peu. Alors voici comment j'ai procédé. Tout d'abord, j'ai créé une nouvelle variable vmsList. Cette ligne veut dire que j'ai initialisé un tableau. J'ai appelé ma fonction chvms, qui me permet, rappelons-le, de rentrer la commande getVM, que j'ai pipé, avec un for each object, $vmsList plus égal $_.name. Alors à quoi sert cette ligne? C'est très simple, vous allez voir. Pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de programmation ou qui n'ont pas beaucoup touché à PowerShell, ne vous laissez absolument pas impressionner par ça. Vous verrez que c'est vraiment pas grand chose et que c'est assez simple à comprendre. Quand je réalise ma commande getVM, cela m'affiche une liste de propriétés, une liste de machines virtuelles, avec les propriétés, donc le state, CPU usage, etc. Pour chaque objet dans notre liste, eh bien je vais stocker ces objets dans ma liste, et le plus égal $_.name va me permettre de stocker uniquement le nom de ces machines virtuelles. Ce qui fait que, regardez, si j'appelle la variable vmsList, eh bien vous pouvez voir qu'il s'agit bien d'un tableau avec uniquement le nom des VM. Vous pouvez voir que si je rajoute un plus égal avec la valeur .state cette fois-ci, eh bien c'est bien le state qui a été récupéré. Mais en l'occurrence, nous, c'est le nom des machines qui nous intéresse, pas le reste. Un petit write host list des VM. Cette fois-ci, je vais pas faire appel à mon tableau vmsList, puisque si j'appelle mon tableau vmsList, eh bien, j'ai le nom des machines virtuelles, mais moi, je voudrais avoir ces noms et une liste, en quelque sorte. Alors, quand je vous parle de liste, c'est-à-dire que je vais avoir quelque chose de numéroté. 1, le nom de la VM, 2, le nom de la VM, 3, le nom de la VM. Nous avons la variable i, d'accord, qui est à 0. Tant que cette variable i, qui est pour le moment à 0, est inférieure à la longueur de vmsList, je m'explique, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être encore le plus clair possible. Ce point length permet de renvoyer la liste des machines virtuelles. Dans Hyper-V, j'ai 2 machines virtuelles, si j'en avais eu 3, eh bien la valeur aurait été de 3, juste ici. I est à 0. Tant que i, qui est à 0, est plus petit, en l'occurrence, que 2, ou le nombre de machines dans Hyper-V, eh bien, tu vas incrémenter i. C'est-à-dire que tu vas faire i plus 1. C'est égal à 1, puis tu vas continuer jusqu'à arriver à la valeur de la liste des VM. Et à chaque fois que tu incrémentes, tu vas nous sortir la liste des VM avec ces numéros. Donc de façon numérotée. Et en gros, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, cela donne ça. Ensuite, on demande à l'utilisateur de rentrer une valeur pour notre variable nbChoice, comme number choice. Donc il va devoir choisir quelle machine supprimer,
0, 1, 2, 3, vous avez compris le principe. Le 1 est bien stocké dans notre variable nbChoice, puis je crée une nouvelle variable nommée vmChoice, eh bien ça sera la machine que j'ai choisie. Donc parmi la liste des VM, vous avez que j'ai pris le choix numéro 1, donc test 2. Par la suite, le script va tout simplement supprimer la VM test 2, voilà, je parle de test 2, ça aurait pu être Debian 1, Debian 2, pfSense 3, pfSense 4, puis il va supprimer le disque dur virtuel de la machine virtuelle en elle-même. Comme avec les précédents menus, vous aurez le choix entre supprimer notre machine, ou revenir au menu principal, ou quitter le programme, avec toujours la petite gestion des erreurs. Nous avons créé une fonction de suppression des machines. Je vous propose de réaliser une fonction nuke, qui nous permettra tout simplement de supprimer l'ensemble de nos machines virtuelles. Vous avez créé un nouveau lab, avec un ensemble de machines. Vous souhaitez faire le ménage, eh bien, vous allez invoquer une petite bombe nucléaire. Voici la manière avec laquelle j'ai procédé. D'abord, à l'instar de certaines fonctions, j'ai décidé de demander une confirmation à l'utilisateur pour pouvoir lancer cette fonction, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une fonction quand même assez destructrice, puisqu'elle permet de supprimer absolument toutes les VM, y compris le contenu des disques virtuels et des machines virtuelles donc en elles-mêmes. Ce qui, encore une fois, peut causer potentiellement vraiment beaucoup de tort. Donc je demande une confirmation à l'utilisateur. Vous pouvez voir qu'il y a un readhost juste ici, et l'utilisateur, pour effectuer la confirmation, va devoir taper krvt05. Si l'utilisateur tape le bon code de confirmation, donc krvt05, Kratos, j'ai préparé une petite animation bien sympathique. Vous aurez un aperçu d'ici quelques instants. Alors je vais pas vous montrer tout le code, ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'exceptionnel, mais je suis tout de même satisfait du résultat final. Donc voici la méthode que j'ai utilisée pour réaliser les animations. C'est quand même une méthode assez primitive qui demande pas mal de temps quand même pour ce que c'est, mais encore une fois je suis plutôt satisfait du résultat final. Donc reprenons, je vais bientôt vous montrer un aperçu de ce que ça donne, du résultat final. Et après la petite animation, je lance la commande remove VM avec l'étoile qui signifie all, tout. Nous supprimons toutes les VM dans Hyper-V, puis nous supprimons tout le contenu des disques durs virtuels, donc dans le dossier c2.hpv vhds contenant donc tous nos disques durs virtuels. Nous en faisons de même avec les machines virtuelles, le dossier VMS, puis comme à notre habitude, le script nous propose de revenir au menu principal ou de quitter le programme, avec toujours notre gestion des erreurs. Et si le code krvt05 au passage n'a pas été rentré, l'utilisateur est notifié et il retourne au menu principal. Encore une fois, il s'agit d'une fonction très destructrice, c'est pourquoi il est important d'avoir réellement une confirmation de l'utilisateur. Et voici un aperçu de ce que cela donne. Donc si on se trompe, on retourne au menu principal, et autrement... Alors il y a une nouvelle confirmation. Et voilà, vous pouvez voir que toutes les machines ont bien été supprimées. Nous avons réalisé toutes les fonctions, il ne nous reste plus qu'à réaliser maintenant nos bases. Alors une base, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un template. Cela sera tout simplement une machine préconfigurée. Le script nous propose de créer des machines virtuelles. Par exemple, pour la Windows Server 2019, admettons que vous ayez envie de créer une machine, réaliser je ne sais quel test. Le plus agaçant est de devoir attendre tous les temps de chargement, temps d'installation, de configuration du poste, etc. Bien, le principe d'une création de base nous permettra d'éviter justement tous ces temps d'attente, puisque nous allons créer, encore une fois, en quelque sorte, une template, une base. Alors je vais pas réaliser une base pour toutes les machines, cela me prendra bien trop de temps, mais je vais vous faire un exemple avec la Parrot et avec la Windows Server 2019 en version desktop. À part si vous comptez changer la valeur vous-même dans le script, nous allons dès maintenant créer un nouveau switch virtuel private, que nous allons nommer private. N'oubliez pas de bien changer les valeurs dans Hyper-V. Étant donné qu'il s'agit de la base, nous allons le mettre dans c2.hpv base pour le disque dur virtuel. Pour vos machines Linux, désactivez impérativement la mémoire dynamique, Hyper-V la gère très mal. N'oubliez pas de désactiver pour vos machines Linux le Secure Boot.
Une fois que vos machines sont prêtes, vous pouvez les éteindre, les supprimer d'Hyper-V, faire le ménage dans votre dossier VMS, bien sûr vous conservez vos bases, et voilà, vos bases, vos templates sont prêtes. On va créer une Windows Server. Voici la raison pour laquelle il est toujours important de faire des tests. C'est-à-dire sur des centaines de lignes de code, vous avez forcément dû faire une erreur quelque part. Ok, le problème était tout bête, j'avais simplement 2 cartes réseau nommées Private, ce qui crée un conflit. J'ai corrigé quelques erreurs dans le code. On peut désormais passer au test de l'outil. Nous allons créer 2 Windows Server Desktop. Aucun souci à la création. Nous allons créer une machine de ce type, que nous allons nommer cette fois-ci WinSRV-Desk-2. Vous pouvez voir que la Windows Server fonctionne correctement. Ce système de base nous fait gagner énormément de temps, parce que comme vous avez pu le constater, on passe outre l'étape d'installation du Windows. Alors j'aurais pu même aller plus loin en commençant à configurer tel ou tel paramètre, voire même la création d'un AD. Après c'est à vous de faire en fonction de vos besoins. Vous créez vos bases, vos templates en fonction de vos besoins. D'autant plus qu'un développeur n'aura pas forcément la même base qu'un admin 6, et encore je dirais un admin 6 aura une base différente d'un autre admin 6. Alors malheureusement, pour la création de nos machines sous Linux, il y aura quelques soucis. J'exagère un petit peu, mais il faudra passer par une petite manipulation. Moi, je vais être totalement honnête et transparent avec vous. Personnellement, j'utilise cet outil essentiellement pour du Windows Server, du Windows 10 entreprise. Vous pouvez l'utiliser également pour du Linux. Je sais pas si Hyper-V est ce qu'il y a de plus optimisé. Alors, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci, mais bon, pour tout ce qui touche à Linux, je recommanderais plutôt du VMware. Maintenant, Hyper-V, ça marche aussi, même si, comme on a pu le voir précédemment, il y a un problème de gestion de l'allocation dynamique de la RAM. Enfin bon, le but de la vidéo, c'est pas de cracher sur Hyper-V non plus, ça reste un outil très utile, et qui globalement fonctionne correctement. Une fois que votre machine Linux est prête, vous allez vous rendre dans les paramètres Hyper-V de la machine, dans Firmware. Et dans Firmware, vous aurez un fichier avec la valeur grubix64.efi, ou une valeur quelconque, peu importe. En tout cas, vous devrez noter la valeur de ce fichier et le raccourci présent juste ici. Très bien, continuons. Donc je vais éteindre cette machine et je vais supprimer ma base. Créons notre nouvelle parotte. Je vais vous montrer la démarche à suivre. Une fois que votre machine sous Linux est créée, puisqu'encore une fois, il n'y a aucun souci avec les Windows, vous allez rajouter un contrôleur SCSI et vous allez choisir DVD Drive. Vous allez récupérer donc l'ISO de votre Linux, puis vous allez, dans l'ordre du boot, monter le DVD tout en haut, pouvoir booter finalement sur votre ISO. Vous allez lancer le périphérique en live USB. Alors, par contre, je vais changer le network adaptateur, je vais le mettre en external puisque j'ai besoin d'une connexion Internet. Il vous faudra l'outil EFI Boot MGR. Une fois l'outil installé, vous allez entrer la commande suivante. Vous pouvez voir que cela a bien généré un fichier grubix64.fi, finalement comme avec notre base. Vous pouvez désormais éteindre votre machine et la rallumer. Notre machine fonctionne correctement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour apprendre de nouvelles choses en PowerShell, et également que cet outil vous sera très utile pour ceux qui ont un besoin de création de VM de façon régulière, surtout pour la création d'AD et la réalisation de divers tests, avec donc des besoins de machines Windows 10 clients et des Windows 10 entreprises, voire même avec du Linux, du pfSense. Eh bien cet outil est une véritable crème. Plus sérieusement, cet outil de création de VM, couplé à ce système de base, fait gagner énormément de temps dans le processus de création de VM. Or, cette vidéo m'aura demandé plus de travail que d'habitude. Pour cette raison, n'hésitez pas à me remercier en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Salut à tous, c'était Kratos.